Bonjour à tous, merci d'être venus pour cet épisode spécial gala. Là, nous sommes pas dans nos locaux habituels, nous tournons dans les locaux de Financial Business School, où a lieu le deuxième gala annuel des acteurs de la finance islamique. Et comme vous le savez, ça nous tenait à cœur avec Anis de permettre à toutes les personnes qui n'ont pas pu malheureusement venir ce soir pour le gala et écouter nos éminents directeurs généraux d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest. Nous avons décidé d'organiser un épisode spécial avec Anis pour partager un peu leurs pensées et faire en sorte que ceux qui n'ont pas pu venir n'ont rien raté. Voilà. Nasser, Barakallahu fik, merci d'être venu. C'est un vrai honneur pour nous, c'est un vrai honneur pour nos auditeurs que tu sois avec nous. Salem Bank est une très belle banque en Algérie, c'est un grand groupe bahreïni. Donc je te laisse te présenter. C'est moi qui te remercie, Kader, pour me donner Anis, et Anis aussi, pour me donner cette occasion de m'exprimer et de renouer avec les belles années que nous avions passées ensemble lorsque la finance islamique avait cet engouement qui a été perdu quelque temps, mais maintenant, je pense que cette initiative, cette louable initiative, a le mérite justement de relancer le débat sur cette discipline qui est, comme tu le sais, une discipline universelle. Le fait qu'elle soit corrélée avec des valeurs religieuses n'en diminue pas du tout sa dimension humaine et universelle. Donc, je me présente d'abord, je suis Nasser Haider, directeur général de Salem Bank Algérie, qui est une banque, comme tu l'as dit, qui appartient à un groupe bahreïnien, Salem Bank Bahreïn, qui est la première banque retail de Bahreïn. C'est une banque qui a été créée en 2006 et qui a commencé ses activités en 2008. Donc, c'est une banque récente, mais comme tu l'as dit, nous avons faire en sorte qu'elle puisse s'imposer sur le marché, qu'elle puisse donc se distinguer par la variété de ses produits, par son agressivité commerciale et par l'intérêt qu'elle suscite de plus en plus auprès des opérateurs économiques, qu'ils soient entreprises ou particuliers. Tout à l'heure, vous nous parliez de l'aspect universel de la finance islamique, mais beaucoup de personnes ont encore du mal à distinguer ce qui distingue la finance conventionnelle et la finance islamique. Est-ce qu'on peut revenir sur ces principales différences? Oui, tout à fait, Yanis. Vous savez, dans le droit musulman, dans la religion musulmane, il y a deux grands compartiments, deux grands secteurs, deux grands vecteurs, à savoir le domaine de la foi et du rite, qui sont d'essence textuelle, donc plus ou moins figés, parce que ça concerne la vie spirituelle, donc où la logique, la raison n'a pas un grand impact. Par contre, l'autre versant, c'est le fait que l'ibada al-mu'amalat, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la vie quotidienne des musulmans, la vie en société, la vie sociale. Donc ce domaine-là, il est plus contextuel. Donc il s'agit donc de mettre en place des règles et des garde-fous qui empêchent donc l'activité humaine, le comportement des gens en société de dévier vers des pratiques nuisibles. Donc là, cette partie du droit musulman, cette partie du fiqh, elle est elle provient plus, donc elle procède des textes évidemment du Coran, de la Sunna, mais aussi de l'analogie par rapport à ce qui n'est pas édicté par ces textes, et aussi par les usages, par cette notion d'intérêt général. Donc la finance relève de cette partie-là. À partir de ce moment-là, donc ce sont des règles qui incorporent, qui intègrent tout ce que les usages et les pratiques saines de l'humanité et qui deviennent de fait une partie de ce droit. Donc, pour revenir à la finance, la différence, c'est quoi? C'est que dans la finance, dans les comportements financiers des gens, des sociétés, il y a des dérives. Parmi ces dérives-là, c'est par exemple la dérive de riba, de l'usure, la dérive du haram. Ce sont des dérives qui aboutissent à des situations qui sont considérées islamiquement comme iniques, comme inéquitables. C'est-à-dire que
le rapport contractuel dans toute transaction doit être équilibré de sorte que le droit et l'obligation, de sorte que les avantages et inconvénients de tout rapport contractuel soient équitablement répartis entre les parties. Dans une opération à caractère usuraire, eh ben, tous les avantages sont du côté, par exemple, du prêteur, du côté du détenteur du capital, et tous les inconvénients, tous les risques sont assumés par le débiteur, par l'emprunteur. Et ça, c'est incompatible avec le principe de l'équité. Donc, si on veut résumer, la différence, c'est que ce soit dans une opération strictement financière ou commerciale, par exemple un contrat de vente, un contrat de location, un contrat d'entreprise, les droits et obligations sont équitablement, et les risques sont équitablement répartis. Contrairement à une opération, à une transaction usuraire où tous les risques sont assumés par une partie du contrat qui est en l'occurrence l'emprunteur. Si vous voulez bénéficier de la garantie du capital, vous devez ramasser la rémunération. Cette notion de partage des risques, partage des droits et obligations, partage des avantages et inconvénients, c'est ça qui fait la différence entre la finance islamique et la finance conventionnelle. Merci beaucoup. Alors, où est-ce qu'en est la finance islamique aujourd'hui en Algérie? Comment tu peux la qualifier en termes de part de marché, d'avancement? Je dirais que c'est une finance qui est en plein essor, en plein développement, même si du point de vue un peu de sa part dans le marché global, elle reste, je dirais pas marginale, mais elle reste secondaire. Pourquoi? Parce que c'est quoi la part de la finance islamique dans les actifs bancaires en Algérie? Le marché, par exemple, bancaire en Algérie, il est détenu à 85% par les banques publiques, les 6 banques publiques. Et 15% sont partagés entre 15 banques privées. Ce qui fait que, donc, si on compare la part de marché des banques et des guichets islamiques par rapport au marché global, c'est à peu près 5%. Par rapport à leur part sur le marché privé, marché bancaire privé, bon, elle est à peu près de l'ordre de 35%. Mais ce qui distingue justement la finance islamique ou les acteurs de la finance islamique par rapport au reste des acteurs de la place, c'est cette grande croissance. C'est une croissance très, très importante parce que si on prend par exemple la croissance des crédits de la place, la moyenne à peu près, elle est de 5,3% pour 2024 par exemple, pour l'excellent rapport de la Banque d'Algérie, pour l'ensemble du marché, 5,3%. La croissance des crédits des banques islamiques, elle est de 16%. Alors, si on regarde les dépôts, c'est à peu près la même proportion. Vous avez 17% de croissance annuelle pour les banques islamiques contre 9% à peu près de croissance des dépôts bancaires de la place. Donc, la croissance des activités bancaires et islamiques, elle est au-dessus de la moyenne de la place, ce qui dénote donc cet intérêt porté par les opérateurs économiques à ces produits de la finance islamique, et tout en sachant que même s'il y avait la banque Al-Baraka, qui a à peu près une trentaine d'années, depuis 90, qu'elle exerce son activité, c'est la banque, elle s'est installée en 2008, mais le cadre légal et réglementaire qui a permis à d'autres acteurs d'intervenir sur cette sphère, elle date de 2020. Et depuis 2021 jusqu'à 2024, c'est les derniers chiffres de la Banque d'Algérie, vous avez quand même à peu près quelque chose comme 800 000 comptes ouverts auprès de ces banques et ces guichets islamiques. Vous avez 102 agences dédiées à la finance islamique. C'est le dernier chiffre de la Banque centrale. Le dernier chiffre de 2024, voilà. Et vous avez aussi à peu près quelque chose comme 500 guichets islamiques sur les 1600 guichets, ce sont les agences bancaires de la place. Donc, il y a un engouement, il y a un intérêt, il y a un potentiel de développement et de croissance très grand en Algérie. Est-ce que cette croissance concerne toute la population? Est-ce qu'une famille algérienne à revenu moyen peut aujourd'hui souscrire à des produits de financement ou des produits de finance islamique, ou est-ce que c'est réservé vraiment peut-être à une élite? La question est complexe. Il est vrai que
le marché naturel de la banque islamique ou de la finance islamique, parce qu'il faut peut-être rappeler que la finance islamique, elle se compose de trois piliers. Il y a la banque, il y a les assurances takaful, et il y a les opérations de marché. Parce que ces trois segments de l'économie comportent justement cette dérive-là du riba ou du gharar. Du gharar, c'est-à-dire l'alia qui peut déboucher sur des conflits. Donc, l'accès aux produits de la finance islamique est sur le marché du particulier est le plus aisé pour les personnes à revenus élevés. Parce que pour pouvoir bénéficier, par exemple, d'un crédit à consommation, crédit immobilier, crédit pour acheter une voiture, il faut pas que votre mensualité dépasse 30% de votre revenu. Donc, ce qui limite la capacité d'endettement des particuliers si les revenus sont bas. Et comme les revenus en général ne sont pas très élevés, donc l'accès à ces crédits-là reste problématique pour les familles à bas revenus. Est-ce que c'est lié à la jeunesse du marché ou est-ce que c'est lié vraiment c'est lié à la finance islamique parce que le modèle de la finance Non, c'est général. C'est-à-dire l'accès au crédit en général est tributaire donc de la capacité de remboursement. Oui. C'est normal. D'autant plus que la banque islamique, elle fructifie l'argent des déposants, des détenteurs des comptes d'investissement. Donc, elle est tenue de veiller à ce que cet investissement soit rentabilisé et soit sécurisé. Donc, c'est une règle générale en finance. On ne peut prêter qu'à concurrence de ce que l'emprunteur peut rembourser. Là, on va pas parler de prêt, parce qu'on ne peut accorder de crédit que dans la limite de la capacité de paiement de l'autre partie. Et là, pour revenir aux particuliers, l'épargne des ménages, nous, à la Banque Salam, on essaie de stimuler justement cette épargne des ménages dans des comptes épargne, comptes d'investissement sur livret, et en essayant de conjuguer justement l'épargne avec des facilités de crédit sur différents domaines. Par exemple, nous avons un produit que nous avons appelé le livret d'épargne Amrati, qui permet donc aux titulaires de bénéficier d'un voyage Omra par facilité, sous forme de Ijara service, Ijara Khadamat. Donc, on achète le service de Omra auprès d'une agence de voyage et on le redoue, si vous voulez, à l'épargnant sur 2 années. C'est un produit qui a connu beaucoup de succès. La même chose pour Siyahati, pour le tourisme local, Dirasati pour les étudiants, financer par exemple les études auprès d'établissements privés. Et c'est de cette façon-là, on essaie de stimuler les ménages à transformer leur épargne domestique en épargne bancaire, ce qui n'est pas aisé compte tenu, comme je dis, généralement les revenus avec l'inflation, etc. Les gens ont tendance plus à consommer qu'à épargner. Mais avec ces stimulants, on essaie donc de développer ce compartiment de l'épargne publique. Et par contre, donc, nous rentabilisons aussi l'épargne institutionnelle, l'épargne des entreprises dans des comptes d'investissement avec des niveaux de partage de bénéfices, donc des taux de rendement assez conséquents. Alors, il y a une question qui nous revient souvent et par beaucoup de personnes, c'est que comment vous réussissez à expliquer que le profit généré, c'est pas un intérêt déguisé? Quel que soit le pays, c'est toujours la même question. C'est vrai. Même en Algérie, il y a toujours ce débat. Il y a des courants religieux qui... Mais on a la chance de t'abonner, que tu l'as expliqué en direct, simplement. Sur la conformité religieuse et chariatique des produits de la banque islamique, certains pensent qu'il s'agit donc d'un intérêt divisé, donc juste d'un maquillage un peu de pratiques bancaires conventionnelles auxquelles lesquelles on a habillé d'une djellaba. C'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, prenons l'exemple, par exemple, des dépôts à terme. Chez les banques conventionnelles, ce sont des prêts, donc juridiquement, ce sont des prêts accordés par le détenteur des comptes à la banque, moyennant une rémunération. Donc, on revient toujours à cette question de garantie du capital et de bénéfice d'une rémunération qui est incompatible avec les règles de l'équité édictées par la charia. La banque islamique, si tu choisis la garantie du capital, ce sera un dépôt en compte courant qui n'est pas rémunérable. Donc, c'est la banque qui est en droit d'utiliser ces fonds
moyennant bien sûr leur garantie aux détenteurs, aux titulaires du compte, mais c'est elle qui a le droit de fructifier et d'en prendre les bénéfices. Par contre, si vous voulez que votre dépôt soit rémunéré, il faut que vous changiez de statut. De prêteur, vous devez vous devenir investisseur. Investisseur, donc vous partagez le risque avec la banque, même si c'est un risque mesuré, parce que avec la loi du nombre, parce que la banque investit les fonds des comptes d'investissement dans une multitude de projets, qui fait que le risque il est mutualisé, il est partagé. Et donc il y a un réel partage des profits, moyennant un partage du risque. Et dans le contrat de souscription du compte de dépôt d'investissement, le client accepte cette clause de partage du risque. Et une autre différence, c'est que le rendement n'est pas fixe. Vous avez vous avez un rendement prévisionnel qui se situe au même niveau des taux d'intérêt de la place, mais peut-être plus, peut-être moins, parce que c'est un rendement variable. C'est un profit, c'est en fonction de la rentabilité des projets financés par la banque. En matière de crédit aussi, même si on finance sous forme d'endettement, parce qu'il y a deux formes de financement, le financement par la dette et le financement par participatif. Le financement par la dette, c'est à travers des contrats commerciaux, des contrats de vente à tempérament, ou des contrats de location, IGARA, leasing, des contrats d'entreprise, où la banque finance par exemple la construction en tant qu'entrepreneur, ou à l'inverse, elle peut aussi acheter des marchandises à son client ou à un producteur et elle le mandate pour les vendre. Dans cette forme de financement par endettement, la banque partage aussi le risque avec l'opérateur économique. Parce qu'il y a le risque commercial, le risque de livraison. Par exemple, si la banque vous vend une voiture à crédit qu'elle ne vous livre pas, elle n'est pas en droit de vous réclamer le remboursement. Contrairement à une banque conventionnelle, elle vous prête. Vous soyez livré ou non, c'est votre problème. Vous devez rembourser le prêt et l'intérêt. Par contre, une banque islamique, elle est tenue de vous livrer. Et une fois livré aussi, si c'est un contrat de vente, et s'il y a un retard de paiement, elle n'est pas en droit de majorer le prix. Contrairement à une banque conventionnelle qui, elle, majore l'intérêt. L'intérêt continue à courir tant qu'on n'avait pas remboursé votre prix. Donc, il y a ce risque de rendement aussi qui est pris par la banque. Voilà deux grandes différences qui font que dans une transaction financière islamique auprès d'une banque islamique, il y a toujours la présence de cette notion de partage des risques et de partage des avantages et inconvénients de la transaction commerciale. Quelle est la ligne rouge que vous ne pourrez jamais franchir en termes de pratiques commerciales ou financières? La ligne rouge, d'abord, c'est ne pas verser dans des opérations qui, en apparence, peuvent être considérées comme conformes, mais qui, en réalité, ne le sont pas. Je vous donne un exemple. Au début de notre activité, au début de mon activité auprès de la banque El Baraka, j'ai eu à constater certaines erreurs. Parce que dans une banque islamique, il peut y avoir des erreurs dans la mise en œuvre, dans la pratique des opérations, dû à manque de formation, dû à manque d'expérience ou d'expertise, ce qui fait qu'il y a quelques erreurs qui sont vite décelées par le contrôle, l'audit sharia interne, et qui sont par la suite soit corrigées par sharia board de la banque, parce que les banques islamiques ont aussi un sharia board composé de scholars, d'experts en droit musulman qui contrôlent sur la base des rapports qui leur sont reportés par l'audit sharia et qui vérifient donc la conformité des opérations. Donc j'ai constaté par exemple que on a réclamé le paiement du prix de vente murabaha d'un matériel de transport, alors que le camion n'a pas été livré. On en a eu connaissance après. Mais après, donc, il a réclamé, suite à la réclamation, on a juste arrêté de décompter, si vous voulez, de prendre des remboursements sur son compte. On lui a restitué ce qu'on a prélevé et on a fait en sorte que le fournisseur livre, on a engagé une action judiciaire contre le fournisseur pour l'obliger à livrer, pour pouvoir par la suite considérer que la vente a eu lieu. Voilà, donc parfois, il y a certaines pratiques qui présentent l'apparence de conformité aux règles de la charia, mais qui sont intrinsèquement et substantiellement contraires aux règles et aux principes. On les vêt. التورق Exemple, un autre exemple, tawarruk. Tawarruk,
Donc, en Algérie, on ne fait pas de tawarruk. Mouchari abord, pas de tawarruk ou de murabaha inverse, ou tout ça parce que cet alignement sur les pratiques bancaires conventionnelles par souci donc de compétitivité commerciale, par souci donc peut faire perdre l'essence et l'âme de la finance publique. En Algérie, alhamdoulilah, pas de tawarruk, pas de murabaha inverse. Il n'y a que des opérations qui sont claires et transparentes et facilement vérifiables. Il doit rester beaucoup de questions et très peu de temps. Je vais t'en poser une double, très simple. Les clients ont une vraie peur, pour beaucoup, les clients ont une vraie peur de l'intérêt du riba. Donc du coup, est-ce que tu prends cette responsabilité, au-delà du responsable de la banque que tu es, est-ce que tu as une responsabilité spirituelle par rapport à ça? Évidemment. Comment? Évidemment, parce que les gens nous font confiance. On annonce que nos pratiques sont conformes à la charia, des pratiques halal. Quand vous institution, vous proclamez votre vocation sharia compliant, vous êtes spirituellement, religieusement, éthiquement responsable de la conformité en général de vos opérations par rapport à ce que croient les gens, ce qu'ils pensent de cette conformité. Parce que beaucoup de gens viennent chez nous, surtout les particuliers, ils viennent chez nous par souci justement d'éviter le riba. Ils viennent chez la société Takaful par souci d'éviter le gharar, par exemple. Et tout ça, donc, les acteurs, les professionnels sont, je dirais, spirituellement, religieusement, professionnellement responsables. Comme j'ai dit tout à l'heure, les erreurs ou les fautes qui peuvent être, les écarts qui peuvent être commis dans la pratique, à partir du moment où ce n'est pas fait volontairement et que, donc là, c'est pardon, tout acte humain, toute opération humaine est sujette à l'erreur, est sujette à l'infraction, mais l'essentiel, c'est les principes, les fondamentaux et les règles générales auxquelles sont soumises ces institutions-là. Et à partir de là, donc, le reste est pardonné, j'espère. Hein. Une faute avouée est à moitié pardonnée. On attend notre moitié d'être pardonné. En France, des milliers d'Algériens souhaitent investir, des milliers d'Algériens de la diaspora. Milliers, je pense que tu es un peu généreux, visiblement. Peut-être des millions. Oui, mais qui souhaitent investir, je ne sais pas combien ils sont, il faudrait qu'on fasse un sondage, mais en tout cas, Qui est interdit en France. mais beaucoup, en tout cas, Qui sont interdits. beaucoup d'Algériens souhaitent investir, en tout cas en Algérie. Il y a des sujets pour de l'immobilier, pour des projets entrepreneuriaux. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des solutions et des accompagnements qui sont proposés par votre banque pour les Algériens de la diaspora? Effectivement, nous recevons beaucoup d'Algériens de la diaspora, justement, qui sont intéressés par financer leurs besoins, que ce soit en matière d'entrepreneuriat ou d'investissement, ou aussi en matière de besoins personnels, disons, achat d'un logement, ou, par exemple, placer leur épargne en dinars, parce que l'épargne en devise, pratiquement, on n'utilise pas dans les opérations de financement en Algérie, domestique, mais donc, nous essayons donc de leur faciliter la tâche, l'accès à nos produits, et nous avons donc, par exemple, en matière de crédit immobilier, beaucoup de demandes d'Algériens. Donc, il y a un peu de questions liées un peu à la procédure, l'aspect administratif pour accéder à ces. On essaie de simplifier parce que dans la diaspora, les gens sont habitués à une relation bancaire peut-être beaucoup plus fluide, beaucoup plus flexible qu'elle ne l'est en Algérie, même si je pense que les règles de compliance sont de plus en plus rigides, que ce soit des deux côtés des deux rives de la Méditerranée. Mais en la matière, nous avons un produit donc de crédit logement destiné aux Algériens d'outre-mer. Et en ce qui concerne l'investissement maintenant, la question ne se pose pas uniquement en termes de conformité, disons, des pratiques bancaires aux convictions de ces Algériens qui sont soucieux d'investir leur argent dans leur pays en conformité avec leurs convictions religieuses chariatiques, mais aussi nous avons besoin d'améliorer
le doing business, c'est-à-dire le climat des affaires en Algérie, par la facilitation donc des démarches et des procédures administratives qui demeurent encore chez nous assez complexes, assez lourdes. Mais le Kéréguier. Qu'est-ce qui te rend le plus fier et qu'est-ce qui te frustre dans le développement de la finance islamique en Algérie? Ce qui nous rend fiers, c'est que Ce qui te rend fier, ouais. cette finance, elle s'est incrustée en Algérie en l'absence d'un cadre réglementaire et législatif réglementaire dédié depuis les années 90 jusqu'à 2020. C'est-à-dire, si vous voulez, pour 30 ans, nous avons réussi donc à convaincre aussi bien les opérateurs économiques, les citoyens et les pouvoirs publics de la pertinence de cette finance qui était au début regardée avec un peu de, disons, méfiance ou incompréhension, interrogation, mais parce qu'elle jouit d'un environnement, si vous voulez, socio-culturel favorable. Donc, tout ce qui est socialement viable ne peut être qu'économiquement fiable. Maintenant, ma frustration, c'est de pouvoir développer encore davantage qu'elle ne l'est cette finance par rapport à sa part de marché, mais aussi par rapport à la faiblesse, disons, de son implantation par rapport à la grande surface de ce pays continent qui est l'Algérie. Nous avons du mal à atteindre peut-être l'Algérie profonde. Là où il y a justement cet intérêt et cet attachement, disons, aux valeurs religieuses, mais avec la digitalisation, avec donc, est-ce que c'est pas un outil qui va permettre d'atteindre toutes ces audiences? Nous avons commencé par en matière de crédit à la consommation, nous avons développé une plateforme numérique, Etaysir, qui permet donc d'accéder au crédit à la consommation pour les besoins d'achat d'électroménager, etc., à travers une plateforme numérique sans avoir à se déplacer aux 25 agences, par exemple de Salam Bank ou la trentaine d'agences de Baraka. Pour ce qui est de Salam Bank, 25 agences sur 1600 agences. Donc, ça permet un peu de bridger un peu cette distance qui nous sépare de l'Algérie profonde. Alors, en parlant de distance qui nous sépare, là, nous, on a observé que les 15 dernières années, la finance islamique s'est énormément développée dans les pays du Maghreb, dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Et en France, alors, ça s'est développé de manière un peu hétérogène, pas institutionnalisée, mais il y a de plus en plus d'initiatives. Et du coup, ça démontre un marché. Je pense qu'on l'a vu un peu ce soir avec le nombre de participants au gala et de plus en plus, hein. D'ailleurs, on voit le nombre croissant de personnes qui s'intéressent au sujet, quel que soit leur milieu professionnel, leur milieu géographique. Et en France, il y a un vrai intérêt sur le sujet. Est-ce que c'est un marché pour vous, Salem? Oui, effectivement, justement, l'autre régime de prestation, justement, c'est justement... on revient à la prestation. De ne pas avoir pu justement faire quelque chose ici, parce qu'avec les millions qu'il y a de citoyens algériens et maghrébins et musulmans en France, l'offre de produits financiers islamiques devrait être beaucoup plus conséquente. Ce n'est pas le cas malheureusement. Il y a eu, vous savez, des tentatives du temps de l'ancienne ministre Christine Lagarde pour implanter un peu des produits de finance islamique en France avec des institutions fiscales destinées donc à éviter les histoires de double imposition dues aux spécificités des pratiques bancaires et financières islamiques. Je pense que sur le plan banque d'investissement, il y a quelques produits qui sont proposés par des banques conventionnelles, des produits de marché, mais c'est pas suffisant maintenant parce que, comme je vous l'ai dit, le marché naturel de la banque islamique, c'est le retail, c'est les particuliers, c'est ça qui est un peu le socle de cette finance. Donc, je pense qu'il y a une véritable opportunité pour les banques islamiques d'essayer de s'implanter tout en, bien sûr, en se conformant aux prescriptions légales et réglementaires régissant l'activité. Il y a des possibilités, le passeport européen, pour pouvoir, la bibancarisation. Et je pense qu'on doit réfléchir à ces différentes formules qui nous permettraient justement d'être présents sur ce marché et de stimuler justement cette demande
cette demande et qui, je pense, elle est là, elle est potentielle, mais on n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Dans 10 ans, quel indicateur vous permettra de vous dire que votre banque a réellement servi la population algérienne, au-delà simplement de servir le bilan bancaire? Quelles sont les réalisations qui vous permettront d'avoir Excellente question. Comme je disais tout à l'heure, la finance islamique ne doit pas se limiter à la conformité subsidiaire aux règles euh, subsidiaires de la charia, mais aussi à ses finalités globales. La finalité globale, c'est d'œuvrer pour une économie équitable, une économie qui permet, qui offre des chances égales à tout le monde et qui permet aussi donc de lutter contre le chômage, contre les inégalités sociales. Et ce sont les finalités globales de la charia qu'on doit essayer donc de réaliser à travers donc ces pratiques bancaires et ne pas se limiter juste à des conformités, à la conformité subsidiaire aux règles du fait. Et ça, c'est pas suffisant à mon sens. Je te laisse conclure. Conclure, oui. Merci beaucoup. Merci, moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'était important pour nous d'avoir la vision du développement de la finance islamique en Algérie. On a eu la Tunisie juste avant toi, on a l'Algérie, on a le Maroc et le Sénégal nous attendent. En tout cas, on te remercie beaucoup. Ce qu'on comprend, c'est que l'Algérie est un marché en pleine croissance, avec beaucoup de croissance. Oui. Beaucoup de croissance qui n'ont pas peine à décoller, mais qui se structurent de plus en plus. Donc je suis plutôt optimiste que frustré, mais effectivement, quand on voit la taille du marché, on reste frustré à se dire que ça pourra avoir une taille encore plus gigantesque, mais proverbe dit grand, c'est pas fait en un jour. Je pense qu'Alger ne se fera pas en 2 jours non plus. Donc soyons patients et en tout cas, merci beaucoup. On sait ton temps précieux et on te remercie beaucoup d'avoir accepté d'être venu dans notre podcast et un immense plaisir de te revoir. Et on te laisse le mot de clôture pour nos auditeurs, si tu as un mot à leur dire. Bah, je vous remercie beaucoup aussi, Kader et Yanis. Je remercie Financia de cette opportunité qui m'a été offerte, donc de parler de la finance islamique en Algérie, de la finance islamique en général.